au-dessus des mains, s'il vous plaît. Donnez-lui des forces, donnez-lui l'énergie. Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour Oussama? De ma part aussi, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet sur Azure. Donc Azure, c'est le cloud de Microsoft en fait pour héberger en gros les applications, pour créer des virtual machines, pour faire beaucoup de choses d'ailleurs. Donc oui, j'interromps direct. Mais, ouais, et en fait, sur Azure, il y a énormément de services, mais ce soir, on va présenter les services fondamentaux, on peut dire, pour faire par Azure. Tout à fait. Donc avant de commencer, en fait, j'ai ici, en gros, la structure, la plateforme Azure, qui se base sur quoi? Donc j'ai 4 colonnes dans cette présentation. Donc pour la partie hébergement pur et dur, donc on parle de un hébergement traditionnel en premise, c'est-à-dire que Microsoft il va nous réserver des serveurs entiers, c'est à nous de gérer tout de A à Z. Donc là on parle de on-premise. Et du coup vous voyez, donc la partie qui est en bleu clair, c'est géré par nous. La partie qui est en bleu foncé, c'est géré par Azure. Sinon, ça c'est pas intéressant parce que c'est traditionnellement tous les autres hébergeurs font ça. On va dédier des serveurs aux demandeurs. La partie la plus intéressante, c'est les 3 autres colonnes. Donc, on a 3 types de services. Le premier, c'est ce qu'on appelle IaaS, ça veut dire Infrastructure as Service. Donc là, en fait, Azure nous propose juste la partie virtualisation, c'est-à-dire une machine sur laquelle on peut griffer ce qu'on veut. Donc l'operating system, c'est là on peut choisir est-ce qu'on met du Windows, du Ubuntu, plutôt quelque chose de MacOS, etc. Et l'autre partie, il est géré par nous. Moi, je vais focaliser en fait la suite de ma présentation sur la partie PaaS parce que c'est ce qui porte le plus d'avantages dans le contexte web, en gros. Voilà. Et là, en fait, on ne gère pas la partie operating system. On ne gère pas les middleware, c'est-à-dire les entrées, les flux, les sorties, le réseau, etc. Mais on va juste griffer notre application en utilisant pas mal de services que je développe derrière. Et la dernière partie, SaaS, Software as Service, ça c'est vraiment un service clé en main. Je parle par exemple, vous connaissez peut-être tous WordPress. Donc on va demander à Azure un WordPress. Il est déjà hébergé, on va dire j'ai tel domaine sur WordPress et on a les clés, les mots de passe pour aller directement sur le back-office et créer nos pages. Donc ça c'est un service clé en main, et on a pas mal. Donc comme j'ai dit, on va se focaliser sur le pass. Super, donc déjà on peut dire qu'Azure c'est des solutions d'hébergement avec plus ou moins d'abstraction par rapport aux machines et aux OS. Tout à fait. Exactement. Donc pour atteindre ce système-là, Azure se base sur la virtualisation. Donc, c'est écrit, c'est le mot d'Azure. Virtualization is the real magic behind Azure. Donc, en gros, je vais expliquer ça rapidement. Dans les data centers Azure, il y a des centaines de machines qui sont mises en série. C'est-à-dire qu'à la fin, sur un bloc, on va avoir une seule machine qui contient, par exemple, 200 CPU, 200 process, 300 gigas de RAM, etc., etc. Et on va venir griffer sur ce bloc de machines plusieurs machines virtuelles. C'est ce qui nous permet d'augmenter la capacité d'une machine virtuelle, de réduire. Et on a une large possibilité d'aller jusqu'à, par exemple, 60 gigas, de revenir à 300. Et c'est toute la flexibilité et l'importance d'Azure. Ça se repose sur ce modèle-là. Donc, comme vous voyez ici, donc là, on va dire c'est les blocs de serveurs. Mais on va griffer, et là on va dire que j'ai un seul CPU, une taille de RAM, etc., etc. On peut griffer plusieurs machines virtuelles sur ce bloc-là. Ouais, donc faut pas oublier que le cloud, enfin quels que soient les clouds, de façon sous-jacente, ça reste des machines physiques. Tout à fait. Tout ce qui est plus classique. Tout à fait. Qui sont situées géographiquement ouais. un peu partout dans le monde. Ben là, c'est partout dans le monde, voilà, dans toutes les régions du monde. On le trouve en France, on le trouve en Europe en général, on le trouve en Australie, on le trouve en Asie, etc., etc. Donc, pour gérer le cloud Azure, on a 3 principaux accès. Le premier et le plus important, c'est ce qu'on appelle Azure Portal.
Donc, sinon, il y a Azure Cloud Shell. Donc là, c'est une interface Shell en ligne de commande directement sur Azure pour gérer les ressources. Ajouter des machines virtuelles, créer des applications web, utiliser n'importe quel service. On peut l'utiliser via les commandes Shell. On peut utiliser le portal qui est juste un site web, en fait, dans lequel on va justement montrer ça après. Et sinon, on peut utiliser en gros des bibliothèques PowerShell en local dans nos machines qui sont connectées sur Azure pour interagir, créer des ressources. Donc, aujourd'hui, le portal, c'est vraiment l'interface la plus utilisée par tous les gens qui travaillent sur Azure, et surtout parce que ça permet une certaine flexibilité, une certaine intuition en fait pour créer et gérer les ressources. Donc, à quoi ressemble le portal Azure? C'est à ça en fait. Comme vous voyez sur la colonne de gauche, peut-être que vous ne voyez pas si vous êtes un peu loin, mais essayez de faire comme ça. Donc là, il y a une palette de services en fait. Il y a des applications, il y a des machines virtuelles, il y a des bases de données. On peut gérer aussi l'Active Directory, on peut gérer les réseaux, on peut gérer tout via cette interface. Voilà, donc ça, à quoi ça ressemble. Et là, on va trouver toutes les ressources qu'on a déjà commandées chez Azure. Le portail est sympa parce qu'il permet de découvrir facilement les principaux services Azure. En fait, les principaux services Microsoft, c'est ceux qui sont proposés par défaut dans la colonne favori. Tout à fait. En fait, c'est des services sur Azure, il y en a des milliers parce qu'il y a une marketplace. Et c'est des services qui ne sont pas forcément proposés par Microsoft. En tout cas, ceux-là sont les principaux proposés nativement par Microsoft. Services d'hébergement, de bases de données dont on va parler après, Active Directory, etc. Très bien. Donc là, on va commencer à aborder les services. Donc dans le cadre des applications web, dans le cadre du web en général, le app service est très très sollicité. Donc qu'est-ce que c'est qu'un app service? Donc c'est dans la partie, si vous vous rappelez un petit peu, c'est dans la partie PaaS, c'est-à-dire qu'on a l'operating system, on a les middleware, il manque l'application. Donc l'application généralement, il est créé et géré par des équipes de dev. On a toujours la problématique de la release, de l'hébergement, etc. Donc traditionnellement, on met ça sur des serveurs et on a toute une équipe d'opérations qui vont gérer en fait le déploiement, qui vont gérer la partie connexion, le réseau, etc. Ça, c'est la façon classique de Classique, tout à fait. Que ce soit aussi bien sur des machines physiques que sur des machines virtuelles. En fait, c'est exactement. ça, même si on a une machine virtuelle, virtuelle, ça revient au même. Parce que sur une machine virtuelle, on doit gérer tout. On doit gérer les inputs, les outputs, etc. Si on utilise le app service, tout ça, ça se résume en 3 steps. La première, c'est de créer ce qu'on appelle un app service. Donc, l'app service, c'est la partie puissance de calcul et mémoire. On va juste dire à Azure, pour mon application, j'ai besoin de 50 Go de mémoire, de 5 Go de mémoire, et j'ai besoin, par exemple, de 4 cœurs, etc., etc. Donc, on va juste définir rapidement. Donc ça, quand je dis créer un app service, c'est 1 minute. Ensuite, on va dire, OK, on crée notre application. Voilà, je vais l'appeler. Une application, que ce soit Node, que ce soit .NET, etc. Et là, je déploie mon application sur le app service. Et les app and running, peut-être ça prend 3-4 minutes. Si on a une application qui fonctionne dans une équipe dev, on va faire ça en 3 minutes et les app and running, il est accessible partout dans le monde. Donc ça, c'est la façon la plus répandue de faire de l'hébergement sur Azure. On ne se soucie plus du tout de la machine physique qui est sous-jacente. Par contre, la particularité, c'est qu'il faut quand même choisir l'OS. On n'a pas vraiment accès à l'OS, on ne le gère pas, mais il faut quand même choisir sur quel OS on déploie. En fait, le choix de l'OS, c'est un drop-down list, c'est soit ça, quelle version. C'est pour ça que je dis que c'est très rapide. On a le choix de l'OS, mais il est via l'interface et c'est très rapide. Donc la première partie, comme j'ai dit, c'est la partie app service où on va définir en fait la taille de la machine, on va dire, qu'on souhaite utiliser. Donc là, sur cet écran, par exemple, ici, je dis que je veux une machine avec 3 Go de mémoire et avec en fait les P1, V1, ça correspond à un nombre à la puissance de la machine aussi.
Sinon, qu'est-ce qu'on gagne en fait en passant par ce service? Deux choses très intéressantes, c'est ce qui est marqué là. Donc, la mise à l'échelle automatique, donc c'est la partie scalabilité, donc il est automatique, on va pouvoir la gérer, et la partie enclassement de production. Et surtout, cette machine, si on ne souhaite plus l'utiliser, on ferme, on n'est plus facturé. Donc, si on veut passer à un niveau de facturation, de tarification inférieur, parce qu'il y a moins de charges, etc., on change. Si on veut plus de mémoire, plus de choses, on change la partie tarification. Si on souhaite faire un stand-by, on arrête le temps qu'on reprend, on n'est pas facturé. Voilà. Donc c'est changer de tarification sans que ça interrompe l'application. Exactement. Si on se rend compte qu'on a beaucoup de charges et on veut vraiment augmenter la mémoire parce qu'on est en aide de mémoire, donc là, on change et on est bon. On peut avoir des fois, donc c'est relativement rare, des millisecondes, des secondes d'indisponibilité. Donc là, c'est la partie la plus importante, c'est la montée en puissance. C'est des problématiques en fait qu'on n'arrivait pas à gérer bien avant, avec l'hébergement traditionnel. Ok, vous avez tous déployé sur des machines traditionnelles, physiques ou sur des machines virtuelles. Pour faire du scaling, c'est quand même relativement compliqué. Ça a des impacts. Il faut redéployer une machine virtuelle, il faut redéployer une machine physique. C'est lourd quand même. Vous êtes d'accord? Voilà. Alors, l'intérêt de le faire avec App Service. L'intérêt de le faire avec App Service, c'est que la montée en puissance, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on va juste resizer rapidement notre machine. On veut plus de cœur, on veut plus de puissance, on veut plus de mémoire. C'est manuel, tac, tac, et c'est fait. Donc ça, c'est pour la partie montée en puissance, mais il y a aussi ce qu'on appelle la montée en charge. C'est-à-dire que des fois, on est obligé de dépluquer les instances. Une seule instance d'une application, il n'arrive pas à absorber un flux énorme de requêtes. Donc là, on est obligé d'avoir plusieurs instances. Souvent, sur des grosses applications, on peut avoir jusqu'à 20, 30, voire 70 instances. C'est-à-dire la même application avec un load balancer, il switch une partie de trafic sur la première, une partie de trafic sur la deuxième, etc. Donc cette partie de montée en charge, c'est aussi géré par Azure. Et à nous de définir en fait les règles. C'est-à-dire que je vais dire à Azure, dès qu'on dépasse 70% de CPU, dès que ça dépasse, crée-moi une nouvelle instance, avec beaucoup de règles en fait. Et il va scaler automatiquement, il rajoute une première instance. Dès qu'on dépasse, et on va même pouvoir dire que ne crée pas les instances, par exemple, tout de suite, mais un laps de temps de 5 minutes. Comme ça, des fois, on a une charge, on ne crée pas 20 d'un seul coup, donc on veut juste créer, attendre 5 minutes. Si le problème est toujours là, on crée une autre. Ça, c'est des laps de temps qu'on peut définir dans les règles aussi. Voilà, donc ça, c'est pour la partie montée en charge qui est aussi gérée par le App Service. C'est pour ça que j'ai dit que ce service-là, c'est le service le plus utilisé en fait dans le cadre de l'hébergement web. Un autre avantage de l'App Service, je pense que je vais finir sur ça. Pas la présentation de l'App Service, il y a d'autres choses. Hein. Wait. Ouais, on a tous eu à développer des applications. On passe par différents stages pour le déploiement. Tout à fait. Ça peut être environnement de test, de pré-prod, oui, de prod. Donc, a priori, il y a des outils pour nous aider là-dedans. Exactement. Ce qu'on appelle les emplacements de déploiement, ou bien en anglais, je pense, slot deployment. Donc, en fait, ici, sur notre application, on peut créer plusieurs slots de déploiement. C'est-à-dire que je peux créer jusqu'à 20 dans l'exemple que j'ai présenté. Si je veux une pré-prod qui est similaire à la prod, ou bien avec une nouvelle version, sur la même machine, sur la même application, je crée un slot. Je vais publier ma nouvelle version sur ce slot-là. Comme vous voyez, si le trafic il est de 0, il n'y a personne qui est redirigé sur cette nouvelle version d'application. Je fais mes tests. Si tout le monde est OK, les tests sont OK, il n'y a pas de régression, il n'y a pas de problème. C'est ma nouvelle version de prod. Il y a un petit bouton ici qui s'appelle swap ou basculer en français. Je clique, je dis, mets-moi la production sur ça. Il va juste passer prod ici. Et tout le monde sera redirigé sur la nouvelle version. C'est en un seul clic. C'est-à-dire la release est instantanée en gros.
Bah, si tu peux la noter pour la fin. Mais alors effectivement, on voit vraiment l'utilité là Ouais. quand on change de version de l'application. Je vais peut-être déduire la question, mais on verra si c'est pas ma réponse. En fait, c'est pas toujours tout ou rien, c'est-à-dire que si je veux tester en mode réel avec des vrais clients, je peux mettre ici sur le trafic 5%. Azure est capable de diriger 5% de mes clients sur la nouvelle. Et ça s'appelle des SOC serveurs en fait. Donc je peux regarder, il y a des commandes qui descendent via ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de régression. Après, je swap tout le monde. Je vais passer ici 95 et 5% là, et dès que tout est OK, après 2-3 heures de test, en cas de problème, le rollback, c'est instantané, basculer encore dans l'autre sens. C'est pour ça que cette partie-là, c'est aussi très importante, c'est très enrichissant. Alors, les bases de données. Les bases de données, c'est un des outils qu'on utilise le plus souvent quand même quand on fait du développement. Dans toutes les applications, il y a des bases de données. S'il n'y a pas de base de données, c'est un site vitrine. Ça ne coûte pas grand-chose. C'est ça. Ça dépend. Ok. Ça dépend. On débattra après. On va pas généraliser. Ouais. On va ni généraliser ni troller. Ça marche. Ok, alors donc il y a des... alors, parle-nous un peu des outils de base de données qu'il y a sur Azure. Ok, donc les services principaux, donc on distingue deux types de bases de données. On va dire les bases de données relationnelles et les bases de données non relationnelles, non SQL, voilà. En gros, Azure, il propose les deux. Il propose des bases de données non SQL et principalement SQL Server, qui sont pionniers dessus. Enfin, c'est eux qui maintiennent en fait tout. Et des bases de données non SQL englobées ou abstraites dans un service qui s'appelle Azure Cosmos DB. On commence par les bases de données SQL. C'est pareil, si je veux une base de données, je dis je veux une base de données avec telle taille, sur SSD ou sur par exemple un disque normal, voilà, avec telle capacité de calcul. Après, c'est bon, en 2 minutes, j'ai ma base de données, j'ai ma chaîne de connexion et je peux définir pas mal de choses dans la configuration. Cette base de données aussi, on est capable de l'augmenter, de resizer, de rejouer ce qu'on veut quand on veut. On a plus de charges. Par exemple, je donne un exemple concret. C'est quand on a des batchs en fait, qui tournent, par exemple, le soir, qui font beaucoup de traitements sur les bases de données. Là, on peut automatiser le resize de la base de données juste pour un moment, et après, on remet. Comme ça, on est facturé sur 1 heure plus cher que les 23 heures, c'est facturé normal. C'est l'avantage, en fait, de la partie... Donc, il y a du scale aussi sur la base de données. Sinon, Azure il gère aussi la partie backup. On n'a pas à créer des batchs pour faire des backups. Tous les 10 minutes, il fait un backup de la base de données. On peut revenir sur une version d'il y a 10 minutes, d'il y a 2 jours, d'il y a 5 jours, etc. On fait juste, je veux telle date, et il me crée une nouvelle base de données. Pas besoin de gérer. Voilà. Paramétrage de pare-feu, en fait, on va pas... Quand on publie une base de données, il faut sécuriser l'accès. Donc là, on peut déterminer telle adresse IP, il a accès avec un whitelist IP, etc. Donc c'est par exemple que les adresses IP locales dans la boîte, etc. etc. Donc il y a une partie parfois qu'on peut gérer aussi via l'interface. Et il y a aussi la partie... Ce qui concerne le pare-feu, ça peut être aussi bien des IP publics que des IP internes à Azure. Tout à fait. Parce que les app services, par exemple, sont clients des bases de données SQL et ils ont également Tout à fait. une adresse IP. Là, par exemple, quand c'est au sein d'Azure, s'ils sont dans le même network, pas besoin de mettre des pare-feux, ils se connaissent entre eux. Si on met la base de données, l'application et tout ce qu'on veut en fait dans un même network, on va expliquer ça rapidement après. Pas besoin de mettre du pare-feu parce qu'ils sont dans le même network. Sinon, si c'est des networks différents, là il faut activer des choses sur le pare-feu. Géoréplication en fait. Quand on demande à Azure de mettre une base de données, on choisit la région où on veut la mettre. Par exemple, on veut la mettre en Europe. Imaginons un cas extrême que tout le data center a sauté. Si on n'avait pas demandé une géoréplication sur une autre région dans le monde, comme ça on sécurise vraiment nos données, sachant que c'est ultra rare que quelque chose de pareil arrive. Mais pour des données très sensibles, si on veut les sécuriser, on peut demander à Azure de faire une géoréplication de la base de données sur une autre région dans le monde, c'est-à-dire aux US. C'est pas possible qu'il y ait
de problèmes en même temps sur le même droit, etc., etc. Au moins, le temps qu'on récupère les données, on sait qu'il y a des attentats, par exemple, on récupère les données rapidement avant que ça rentre. C'est pas le bon exemple, mais c'est pas grave. Surtout avec mon nom là. C'est pas l'exemple le plus marrant que je pouvais trouver. Ouais, Comme quoi. Non, en tout cas, c'est vrai qu'on a oublié de le dire, mais quel que soit le service, on commence toujours par choisir la zone géographique sur laquelle on déploie. Exactement. Ben, c'est le data center sur lequel on veut déployer. Et il y a aussi pas mal d'outils de monitoring pour dire que la base, ben, il a atteint 100%. Il faut faire quelque chose. On a des alertes, etc. On peut créer des alertes. Et aussi, il y a un outil pour la performance, en fait. Il va juste nous dire que tel query, il prend beaucoup de temps à s'exécuter. Voilà les axes sur lesquels on peut améliorer, les index, machin. Ça nous donne, en fait, les queries les plus coûteux en termes de ressources. C'est des outils très intéressants. Donc, avant, en fait, on a un administrateur base de données à consulter pour faire ça. Là, normalement, un développeur il est capable de gérer une grande partie du déploiement. Alors, on a parlé de la partie base de données relationnelle. Il y a aussi un service pour les bases de données non relationnelles, non SQL. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une base de données non relationnelle, mais ça encapsule plusieurs bases de données non relationnelles. Donc là, sur cet écran, si on veut, par exemple, MongoDB, c'est le plus connu, on va juste demander à Azure, je veux une base de données non relationnelle MongoDB. Je choisis l'emplacement, par exemple, et il va juste me donner directement les chaînes de connexion pour aller sur MongoDB. Et pareil que pour les bases de données relationnelles, je peux resizer, je peux faire tout en fait. Donc c'est le même principe, c'est juste que là, on parle de bases de données non relationnelles. Un autre service qui est très intéressant aussi. En fait, là, c'est un service. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'app service. Là, c'est des applications de fonctions. C'est un service où on ne va rien demander à Azure. On veut juste exécuter du code. On ne va pas dire je veux telle puissance de calcul, je veux telle mémoire, rien du tout. J'ai quelque chose à exécuter. J'utilise ce qu'on appelle des fonctions en fait, mais c'est vraiment fait pour des petites choses. La facturation derrière, il se base sur le temps d'exécution de mon code, mais aussi de la mémoire occupée. Voilà. Donc, et le nombre d'exécutions. Donc le temps d'exécution, la mémoire et le nombre d'exécutions. Donc si j'appelle par exemple une fonction plusieurs fois, on va compter le nombre, on va compter la mémoire utilisée, etc. On va vous facturer sur cette base. C'est très utile en fait pour des gros projets, c'est pas le bon endroit. Pour des grosses applications. Mais en fait, pour avoir des mini-services qu'on souhaite utiliser et imbriquer sur le gros projet, c'est vraiment le bon endroit pour le faire. Je vais expliquer un peu plus en détail en fait ce que c'est qu'une application de fonction. Par exemple ici, et tu peux faire le parallèle avec App Service. App Service, on déploie une application complète, une application web. On choisit quand même l'OS sur lequel on veut déployer. Tout à fait. Là, il n'y a rien de tout ça. C'est un niveau d'abstraction beaucoup plus important. Tout à fait. On dit à Azure, je te donne ce bout de code, débrouille-toi avec, exécute-le. Et tu peux le déclencher après de différentes façons. Justement. Donc, en fait, j'ai un bout de code à faire exécuter. Je ne veux pas savoir quelle taille, etc. Et je veux que ça soit performant, etc. Azure, ils s'en charge. Mais je veux le déclencher, par exemple, en appelant via une requête HTTP. Ben, je peux dire que maintenant, ce code-là, c'est via une requête HTTP. Il va me donner la requête, il sera sécurisé avec tes tokens, etc. Et dès que j'appelle cette requête, il exécute mon code. Aussi, je peux faire exécuter ce code d'une manière périodique, c'est-à-dire créer une cron table. Je pense que la plupart connaissent ce que c'est qu'une cron table. Et dire que je veux exécuter ce code 3-4 fois par jour. Je mets mon code, il va l'exécuter aux dates et aux heures précises. Je vais peut-être donner des exemples pour voir l'utilité en fait de ces applications de fonctions. Imaginez par exemple,
on veut resizer des images. Donc là, on a une image qui arrive, on veut décliner en 3-4 formats. Soit on a ce bout de code qui est inclus dans le projet global et qui peut être, en fait, il a beaucoup de dépendances à chaque fois, on doit revoir s'il y a un souci, etc. Soit on va le mettre ici, parce que c'est un bout de code qui ne coûte pas vraiment beaucoup en puissance. Et surtout que il y a pas mal d'outils en fait sur les applications de fonctions qui permettent de lancer. C'est-à-dire que je peux lancer avec un timer, je peux lancer avec HTTP, je peux lancer avec un event sur le cloud Azure. Je dis à Azure, sur tel endroit, s'il y a une nouvelle image, vous prenez l'image, vous faites ça, vous remettez les 3-4 images ici. Ça prend, on va dire, 2 jours à coder, et c'est fait. Et on a les traces, on a tout. On n'a pas besoin d'inclure ça et de faire de ça une partie de notre application. Ça rentre dans la philosophie des microservices. Voilà. Le réseau. Là, il y a souvent, ça c'était avant, il y avait des questions de sécurité en fait par rapport au cloud. Est-ce que c'est secure? Est-ce que beaucoup de boîtes françaises, surtout en fait, ils se posaient beaucoup de questions. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, ils commencent à. C'est sûr que c'est plus le cas. Je pense que chaque boîte qui veut passer sur le cloud, il se pose beaucoup de questions sur la partie sécurité. Avant de le faire. Ouais, sur la partie sécurité, où sont stockées les données, etc. Tout à fait. Mais justement parce que Microsoft, il a mis 3 serveurs récemment en France parce qu'il y avait beaucoup de questions. Ok, les serveurs, ils sont en France, ne vous inquiétez pas, prenez en France. En fait, je vais expliquer brièvement le réseau en fait. Donc sur Azure, on a une palette de ressources qu'on gère, des virtual machines, des applications, des fonctions, etc., etc. On peut les regrouper dans des réseaux virtuels, donc dans des subnets, dans des sous-réseaux qui sont isolés. Donc là, par exemple, j'ai un sous-réseau. Donc pour accéder, il y a un gateway, il y a des pare-feux, il y a beaucoup de contrôles en fait ici. Un autre sous-réseau, pour y accéder, ben, il y a un gateway. Et c'est dans ce gateway où on va gérer la partie sécurité. Voilà, donc cette partie-là de ressources chez Azure, elle est bien sécurisée, on va dire, via ce gateway. Cette partie-là, elle est bien sécurisée. Imaginez que ça, c'est Office Network, c'est le réseau interne de la société, qui est bien évidemment sécurisé via des VPN, etc. Donc c'est le même principe. Notre réseau interne, il est aussi sécurisé que le réseau cloud, que les réseaux qu'on a créés dans le cloud. Donc il y a deux types, en gros, il y a deux types d'accès aux ressources via le réseau. Il y a ce qu'on appelle site to site. Donc là, en fait, on a 2 sites, 2 réseaux qui communiquent entre eux. Donc on parle d'une connexion site to site qui passe dans les 2 sens, des échanges suivant des règles qu'on a définies ici. Donc là, même entre les réseaux au sein d'Azure, on peut établir des connexions, on peut casser les connexions. Cette partie ne communique pas avec cette partie. Et puis, il y a ce qu'on appelle point to site, c'est-à-dire un client VPN normal qui se connecte sur tel ou tel réseau, comme il pourrait se connecter sur le réseau local. Donc ça, c'est l'architecture globale de la partie réseau. On ne va pas aller trop en détail. Gestion des API. Ouais, c'est un gros sujet. Les API, il y en a de plus en plus. Et c'est vrai qu'on a un peu toujours les mêmes besoins de façon récurrente. Donc on développe notre API qui est spécifique à notre besoin, à notre métier, etc. On a systématiquement besoin de la sécuriser en mode firewall, que ce soit par exemple par des règles réseau, des adresses IP. On veut souvent sécuriser les accès par client, en mode compte avec des tokens, etc. On veut pouvoir limiter le nombre de requêtes qu'ils font, mesurer le nombre de requêtes quand c'est des API qu'on vend à des clients. On veut savoir combien de requêtes ils font, dans quelles limites ils ont fait, et facturer en fonction de ça. Et donc il y a des outils sur Azure pour nous aider à faire ça, sans avoir à chaque fois redévelopper les mêmes choses. Justement, j'ai fait pas mal de sociétés en fait, et chaque société ils développe en gros leur propre outil pour gérer toute cette partie-là. Donc Azure il propose une interface API Management qui permet en gros de faire une passerelle entre notre API qui va servir de données et puis les clients. Donc cette passerelle-là, il va gérer beaucoup de choses.
tout dont on a besoin, tout dont tu as parlé, c'est géré par cette interface, par cet API management. Donc, par exemple, donc il va accepter les appels API ou les rejeter. Avant même, c'est pas à nous de gérer ça avec des règles qu'on va mettre. On va dire, ok, celui-là on accepte, celui-là, enfin, c'est pas le bon URL, déjà on n'accepte pas. On va vérifier des clés, créer de l'authentification, des jetons, etc. Toute la partie sécurité, on va même pas la gérer dans notre API local. On va La déléguer. La déléguer à Azure. On peut appliquer des quotas sur l'utilisation pour tel client. J'ai créé un client qui va avoir accès. Je lui donner un clé, jeton, etc. Je vais dire, une petite boîte, maximum 200 requêtes par seconde, etc., etc. En fait, on peut déduire des quotas en fonction des partenariats, en fonction des relations avec les boîtes. Transformez votre API à la volée sans modification. En fait, donc il y a beaucoup de choses sur les requêtes aussi, on peut les mettre en cache. Donc il y a tout un système de mise en cache. Si on l'active sur Azure, ça va nous permettre de répondre rapidement sans passer par notre application. Donc il y a tout un cache qu'on peut mettre en œuvre et demander à Azure facilement. Voilà, rajouter des métadonnées. Donc si je veux une donnée de plus sur mon retour, je peux le faire rapidement sur Azure sans développer quoi que ce soit sur mon application. Donc voilà, donc il y a d'autres choses qu'on peut faire avec. Donc importer et publier, bon ça c'est de faire l'interface, l'intermédiaire entre notre application et le portail Azure. On peut simuler des réponses. Par exemple, je vais créer un nouveau, au lieu de créer un nouveau service ou une nouvelle méthode dans mon application, je vais juste dire à Azure, ok, je veux une méthode qui renvoie ça, je simule, je fais mes tests, et après, si je dis que c'est bon, je commence le développement et je lis les deux. Ça c'est utile en phase de développement quand tu en phase de développement. Exposer une API avec des jeux de données test. Ouais, c'est ce qu'on qu'on appelle du ensuite mocking, en fait. les développeurs puissent s'interfacer avec. Exactement. Et de l'autre côté, une autre équipe développe en parallèle la vraie API avec Exactement. C'est la partie mocking, donc on parle beaucoup de mocking, que ce soit dans le code et tout ça, donc on peut le faire aussi avec cette application. Donc il y a aussi la surveillance des API, donc on peut dire qu'il y a plus de requêtes que prévues, etc. Donc on a des graphes pour dire qu'on a dépassé les seuils, il y a un problème sur telle ou telle partie. Et sinon, il y a aussi la partie versionnée, c'est-à-dire que pour monter en version une API, on va le gérer par ce portail. Azure DevOps. Tu veux prendre la main un petit peu ou pas si tu veux en parler, ok. J'ai entendu parler de DevOps, j'imagine c'est un mot qui est très à la mode. Comme tous les mots à la mode dans la tech, on sait que c'est mis à toutes les sauces, y compris pour des choses qui ne sont pas du tout DevOps. Non, si on me donne une définition de DevOps, on peut dire que le principe consiste à rapprocher les équipes de dev de ce qu'on appelle Ops, les équipes opérationnelles en anglais, c'est en fait les équipes de production qui ont la main sur les environnements de production. Et à la base, c'est vrai que c'est des équipes qui sont séparées, oui, qui bossent pas spécialement ensemble, sauf au moment où il faut déployer l'application en environnement de production. Donc ce mouvement vise à rapprocher ces deux équipes qui ne se parlent pas beaucoup d'habitude et à automatiser un certain nombre de tâches. Tout à fait. En fait, c'est des choses qu'on fait depuis quand même pas mal d'années, mais qu'on a regroupées sous le terme DevOps. Automatiser les déploiements, les tests unitaires, exactement, la compilation. Oui. Et donc Microsoft a mis en ligne il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, quelques mois, un produit qui s'appelle DevOps. Azure DevOps, exactement. Qui permet d'avoir très très rapidement en ligne un outil, une chaîne DevOps qui fonctionne de bout en bout. Je rajoute peut-être ma couche sur la définition DevOps en fait. Donc c'est pas que des outils, c'est aussi une philosophie, c'est une organisation qu'on change au sein de la société. C'est pas juste des outils, mais ces outils-là qu'on va présenter en fait, ils s'inscrivent dans cette philosophie de changement, de rapprochement des équipes, etc.
Donc là, c'est le produit dont on parle, c'est Azure DevOps en fait. Donc c'est un produit qui va permettre de gérer à la fois des projets en Agile, en Scrum. Donc il y a différents types de templates. Donc il y a toute la partie gestion de projet, les sprints, les plannings, les sprints, etc. avec les outils de ticketing connus. Ensuite, il y a une partie qu'on appelle pipeline pour tout ce qui est déploiement sur le cloud. Ça, c'est quelque chose de très intuitif. On peut partir de certains templates qui sont déjà prédisposés par Azure DevOps pour automatiser, par exemple, les déploiements. Imaginons qu'il y a un nouveau check-in, une publication de code sur un repository. Par le passage, dans la partie repo, il y a aussi le versionning, donc il y a aussi la partie code, que ce soit en GitHub, que ce soit en TFS, donc il y a les deux qui sont là. Donc on a la partie code, mais on a aussi la partie pipeline, donc qui permet ici vous voyez, on prend la solution, on va la récupérer sur la repo, on va la builder la solution, on va publier les artefacts, on stocke l'application Azure, on publie sur l'application Azure, on redémarre l'application Azure, tout est up, tout est down, suite à un check-in, suite à une publication de code sur le repo. Donc, et là, c'est la philosophie de DevOps, c'est-à-dire qu'il y a le delivery continu en fait des blocs. Et en quoi c'est plus simple en fait via DevOps que de faire via l'outil proposé? L'outil qui s'appelle DevOps. Oui. De façon, c'est des choses qu'on peut faire de façon depuis longtemps. Ça, en tout cas, les pipelines, on peut le faire avec des outils comme Jenkins. Tout à fait. Pour automatiser du CI/CD, intégration continue, déploiement continu de bout en bout. Mais c'est quand même beaucoup plus lourd. Et là, on va dire qu'en quelques clics, c'est facile à mettre. Exactement. Et surtout si on est dans le monde du .NET, donc on déploie des applications .NET, on a tous les outils .NET en fait prédisposés pour aller déployer rapidement et sans avoir beaucoup de soucis derrière. Mais ça marche aussi pour les autres technos. Tout à fait. Ça marche aussi pour les autres technos, mais probablement on aura des soucis si on veut déployer un... C'est pas forcément un nouveau produit, c'est juste un renommage de PSDS. Oui, bien sûr. Il est amélioré, mais voilà, parce que c'est vrai que là. Mais DevOps en soi, c'est pas non plus un tout nouvel. Comment dire, non, mais je veux dire que oui, après, c'est vrai que. Une nouvelle méthodologie, il y a une nouvelle façon de faire. C'est aussi un renommage quelque part. Oui, effectivement, c'est un. Mais t'as raison, je suis d'accord. Il y a une concordance sur les termes qui ont été mis en place. Exactement, on appelait ça avant Visual Studio Online. On se donne encore une minute. Une minute, je termine sur ça, je pense. Et là, c'est vraiment très pratique. Donc, moi, j'utilise ça tous les jours et je publie des choses. Donc, je rajoute, pour rajouter une nouvelle plateforme ou bien pour mettre un environnement de test, etc. On a l'environnement de test sur Azure. On a nos pipelines ici et tout est fluide derrière. Ça ne change plus. Ok, je pense que c'est le dernier slide. Donc là, c'est juste par rapport à un retour client chez qui j'ai travaillé pendant 2 ans. Donc, ce que j'ai eu comme retour, premièrement, budget d'hébergement. C'est pas divisé en deux, je pense même c'est un tiers en fait. Il reste en fait le budget d'hébergement avant, comparé au budget d'hébergement de ces 2 dernières années où ils ont tout passé sur le cloud. Il est divisé en 2, voire en 3. Il y a une grande flexibilité organisationnelle. Donc là, on est rentré en gros dans le mode DevOps, où on communique entre opérationnels et développeurs. Et ça crée de la valeur ajoutée et de la rapidité en fait dans les évolutions, dans les changements. Les sprints, ils deviennent beaucoup plus courts. C'est ce que j'ai marqué ici. Les releases, en fait, ils sont plus récurrents. Et surtout, en fait, il y a aussi une généralisation de la culture POC, c'est-à-dire, si un développeur veut faire un off-proof, exactement, proof of concept. Trop de mémoire. Ouais, il y a beaucoup trop de mémoire, mais ça va. Jusqu'à présent, ça va.
Alors, si un développeur, en fait, il a une initiative, une idée géniale, il veut faire quelque chose, un système avec Node, avec machin, avec une base de données non relationnelle, une autre relationnelle, etc., bah, avec Azure, en fait, il va prendre les produits. Les piles vont en delà, mais vas-y, tu Ok. peux finir. Il va prendre tous les produits sur Azure, il va composer son environnement, il fait ses tests. Après 12 jours, il va présenter. Le 3e jour, on quitte tout, soit on prend la décision d'y aller ou pas. Ça ne coûte pas grand-chose. Vu que c'est à la minute, ça va coûter peut-être 15 € à la boîte. Et c'est rien en fait. Avant, bah, il faut avoir des serveurs, tester les charges et tout. C'est compliqué. Donc je termine sur ça. Je vous remercie pour votre écoute. Oussama, merci beaucoup. Finalement, on a 10 minutes pour des questions. Si vous avez noté des choses, des questions que vous voulez lui poser. C'est un tonnerre d'applaudissements, Oussama. Il y a des grands fans là au fond de la salle. Il donnera des autographes juste après. Hein. Tiens. Merci, Oussama. Ouais. L'application de fonction, est-ce qu'on va gérer par exemple de quoi il s'agit réellement et ça va être comment intégrer ce bout de code dans l'application en tant que DLL ou référencement en web service et comment on va gérer par exemple je vais modifier la version actuelle. Je vais livrer par exemple version pré-code, release, etc. Et je pense que c'est analogue à un service et la mise en prod d'une application. D'accord. Merci. Donc pour la première question, en fait, là, si on voit ici, il y a des emplacements et des pré-versions. C'est-à-dire qu'ici, on peut gérer en fait, plusieurs versions de ce bout de code. En fait, pour y accéder, on n'a pas besoin, c'est pas un bloc, c'est pas un DLL dans l'application. C'est un service à part, isolé, complètement. C'est comme un web service. C'est un web service qui est isolé et qui est géré par Azure complètement. Donc, on définit juste ce qu'on veut comme ressource, à quoi il va y accéder, qu'est-ce qu'il va retourner, et il est isolé. On peut y accéder par une requête HTTP par exemple. Bah, dans notre application, on dit que pour avoir telle information, vous requêtez sur tel HTTP. Et pour la partie version, comme j'ai dit, on peut créer des versions et switcher derrière de version à autre. On enregistre qui se fait. Ok, ça marche, c'est clair. Ouais. D'autres questions? N'hésitez pas, il facture pas, hein, vous pouvez y aller. C'est gratuit, c'est vrai. Je vois pas trop cette partie-là. Ne pas en avoir, c'est pas grave. Attends, rappelons quand même qu'on n'a pas abordé tous les sujets, c'était compliqué de parler de tout en une heure, en une demi-heure. On aurait pu parler de Docker par exemple, c'est un sujet intéressant, d'héberger des conteneurs, déployer des conteneurs sur Azure. T'as une question? Moi j'ai une question, mais qui est pas bon, on va parler après. Ah bon, bah tu vas poser pas alors. Non, mais par rapport à la personnalisation, est-ce que tu en as fait ou pas? Parce qu'Azure, tu peux quand même personnaliser. Ah, ça, je te passe le micro. C'est en rapport avec la presse, si c'est sur Azure. Je pensais que t'allais pas nous parler de totalement autre chose, genre. Non, mais c'est par rapport à Azure DevOps. C'était juste par rapport. Parce que sur Azure DevOps, il y a aussi pas mal d'applications qu'on peut télécharger et tout. Tu maîtrises ou pas du tout ou, je veux dire, est-ce que tu parles des modules qu'on peut. Des modules voilà, qu'on peut. voilà, c'est ça. Il y a une marketplace en fait, si vous parlez de ça, il y a une marketplace sur laquelle on peut rajouter des choses sur Azure. Par exemple, pour la partie test, il est payante pour l'instant. Donc, si on veut implémenter des tests, des pipelines de tests, etc., il est payante aujourd'hui sur Azure DevOps. Mais sinon, on peut rajouter pas mal de modules. Il y a une marketplace et si on est intéressé par. Non, les tests unitaires, ils sont pas payants. Ouais. En fait, c'est plutôt la gestion des tests. Donc, c'est des tests plans ici. Si on veut une gestion globale des tests, on a un outil en fait, mais il est payant celui-là.
D'accord. Non, parce que en fait, j'ai un problématique, mais je viens de voir. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Allez, une dernière question ou on s'arrête là? On s'arrête là? Ok, allez, merci beaucoup, Oussama. Merci. Alors, est-ce qu'on peut vous demander un petit coup de main? On va juste prendre